Lire Rimbaud, ça m'a appris une chose. C'est que le monde est divisé en deux catégories. Il y a ceux qui peuvent voir l'invisible, et il y a les autres. Moi, je fais partie des autres. Enfin, je crois. Voir l'invisible. Au début, j'ai essayé de regarder autour de moi, et à part ce que je vois déjà, il n'y a pas grand chose d'autre. J'ai touché un peu partout, histoire de voir s'il n'y avait pas des murs invisibles, genre une hitbox insoupçonnée, mais non. C'est là que je me suis dit que voir l'invisible, c'était plutôt contradictoire vu que c'était pas visible. Alors, c'est quoi l'invisible ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on pourra jamais voir ? Ou est-ce que c'est juste un mot qu'on pose sur les choses quand elles sont pas évidentes ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. J'ai surligné cette phrase. C'est peut-être là que se trouve la clé. Et si en fait, en me posant ces questions, j'avais pas déjà trouvé la réponse ? Et si le problème, c'était pas de voir, mais plutôt la manière de voir ? Alors je sais, dit comme ça, c'est pas clair. Mais regardez, il y en a qui voient l'avenir, d'autres peuvent voir les morts, et d'autres encore les émotions. Pourtant, tous ces gens-là, ils ont les mêmes yeux que moi, enfin, je crois. J'en suis quasi sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ? Les médiums, ils ont un don. Ils ressentent des choses, des énergies. Moi, j'ai pas de super pouvoir ou de malédiction. Alors, c'est mort. Je pourrais jamais voir l'invisible. Pourtant, Rimbaud parle bien de travailler, ce qui suppose qu'il n'y a aucun talent inné et que voir l'invisible, c'est quelque chose qui se mérite. Travailler. Bon, puisqu'il faut s'y mettre. On est d'accord, on s'est tous déjà dit qu'on n'était pas les seuls dans ce monde, qu'il n'y avait pas que nous les humains, qu'il n'y avait pas que ce qu'on pouvait voir, toucher ou entendre. Et qu'à se rappeler ces fois où on scrutait le ciel la nuit, en étant certain que tôt ou tard, il y aurait un ovni qui passerait, ou encore ces fois où on a appelé un fantôme dans la maison flippante de nos grands-parents, jusqu'à tellement y croire que ça nous a terrifiés. Si on y croit autant à ces trucs possiblement réels, c'est peut-être que quelque part, ils existent. Et notre quête, depuis la nuit des temps, ça a été de les trouver, ces trucs. Ouais, depuis la nuit des temps on cherche, mais est-ce qu'on les a seulement trouvés ? Non. Rien. À part y croire comme si c'était réel, on peut rien prouver. Comment ça se fait ? C'est que ça existe vraiment pas ? Ou en tout cas, seulement dans les films ou dans nos têtes ? Alors, ça sert à rien de chercher ? Stop. Si vous vous dites ça, c'est que vous avez pas assez cherché. Ou alors que vous en aviez pas assez envie. Si le soir, quand vous attendiez un fantôme, vous avez fini par partir par fatigue ou par ennui, c'est que vous avez mal cherché. Car les fantômes existent, et je vais vous le prouver. Le problème qu'on a, c'est que nos manières de rechercher sont trop passives. Souvent, le fait d'attendre que quelque chose de précis se produise, ça a plus tendance à se transformer en une perte de temps qu'autre chose. Il faut forcer le destin. C'est simple, tu veux voir un ovni ? Ok, très bien. Il suffit de le faire venir. Ou en tout cas, c'est ce que Rimbaud dirait. Quel est le rapport entre Rimbaud, un auteur illustre de la poésie française, et des fantômes ou des ovnis ? À première vue, moi non plus j'en voyais pas. Et d'ailleurs, si tu venais me voir et que t'arrivais à me placer ovni et Rimbaud dans la même phrase, je pense que je me foutrais bien de toi. Sauf qu'en fait, Rimbaud, ça a été le premier explorateur de l'invisible, ou de toutes ces choses qui ont de grandes chances de ne pas exister. Et cet ensemble de choses intangibles, il l'a appelé l'inconnu. Quand il a compris qu'il y avait plus que ce que l'œil pouvait percevoir, il s'est mis à rechercher une manière pour voir au-delà des apparences sensibles, c'est-à-dire qui ont attrait aux 5 sens. Tout objectif demande une méthode particulière pour l'accomplir. Par exemple, quand l'homme a voulu conquérir l'espace, au départ c'était qu'une idée, c'était un rêve un peu fou qu'il pensait impossible à réaliser. Puis, il a commencé à chercher des moyens pour atteindre ce but, jusqu'à se rendre compte que ce rêve, il n'était pas si inatteignable que ça en fait. C'est passé par des calculs difficiles, des essais infructueux, des échecs douloureux, jusqu'à une réussite. Pour chercher et trouver l'inconnu, c'est pareil. Il nous faut une méthode particulière. Il faut se mettre au travail. Ça tombe bien parce que Rimbaud, c'est un bosseur. Il est intelligent, doué, ambitieux, et il aspire à une chose,
devenir un poète voyant. Peu importe ce que ça peut bien vouloir dire, à un moment de sa vie, c'était son obsession. Il en parlait à tout le monde, notamment à une personne. Paul Demeny, un ami poète et éditeur qui vivait à Douai. En mai 1871, il lui envoie une lettre qui est aujourd'hui considérée comme l'un des textes incontournables de la littérature française. On l'appelle la lettre du voyant. En connaissant sa réputation, je me suis dit que j'allais la lire. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant, par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. En général, c'est à ce moment-là que tout le monde arrête et va investir son temps dans un truc plus intéressant. Mais moi, pour une raison qui m'échappe, je me suis posé à nouveau. Et j'ai relu. Encore. Et encore. Jusqu'à me rendre compte qu'il y avait plus à apprendre qu'à laisser. Sauf que j'ai aussi réalisé qu'il me manquait quelque chose. Quelque chose de fondamental. En fait, je sais pas pour vous, mais plus j'y pense, plus je me rends compte que je connais rien de Rimbaud. À part du fait que quand je tape sur Google son prénom, il y a juste cette photo-là qui ressort. Et je sais qu'on n'est pas obligé de connaître tout d'un auteur pour pouvoir le lire. Sauf que là, j'ai eu un pressentiment. Et bon sens que j'ai eu raison de l'avoir. Arthur Rimbaud, c'est un petit gars qui naît le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières. Ça se trouve où ? En France, pour commencer, mais plus précisément ici, dans le Grand Est, entre Warcq, Nouzonville et Flids. Ah, et j'ai oublié de parler de Tis, qui est juste à côté, là, quand même. Bon, ok, je vais arrêter d'écorcher le nom des villages voisins, parce que Charleville-Mézières et ses alentours, c'est adorable. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est un petit coin de paradis, entre vieille et Nouvelle-France, champs de blé, routes de campagne, la Meuse et terre du milieu. Charleville-Mézières, c'est LA grosse ville du coin. Sinon, autour, c'est que des petits patelins où ça cultive des légumes, ça élève les bêtes et ça se rejoint le soir pour boire et jouer au tarot jusqu'à pas d'heure. Bref, ça a tout l'archétype du coin paumé, mais pas moins chaleureux et convivial qu'on s'imagine quand on pense à la campagne. Et c'est ici que Rimbaud naît. C'était un enfant comme les autres. Surtout qu'il s'est très vite noyé dans une fratrie de 5 enfants. Ce qui fait qu'il était juste, pendant une partie de sa vie, l'un des frères de ses frères et sœurs. Ouais, c'était un enfant comme les autres. Ou alors, il faisait semblant d'être un enfant comme les autres. Niveau parents, c'est pas la joie. D'abord, son père, Frédéric, était officier d'infanterie. C'était pas un père gentil ou aimant. C'était un militaire et les militaires, on les connaît en matière d'éducation. Ils sont pas très tendres, ils sont même très durs. Et Frédéric, il déroge pas à la règle. Il est froid, austère et très distant avec sa famille. Genre, il est jamais présent pour eux. Son travail l'oblige à être toujours en déplacement. Mais aussi, Frédéric, c'est un baroudeur et un aventurier. Et rester toute sa vie dans un village paumé en France, c'est vraiment pas son truc. Rester avec la même femme toute sa vie aussi, c'était pas le projet qu'il avait. C'est pourquoi il s'est marié en février 1853 avec sa femme, quelques mois après l'avoir rencontrée en passant par Charleville. Et ensuite, il va concevoir ses enfants à chaque fois qu'il aura une permission. Et une fois qu'il aura conçu sa dernière fille, Isabelle, en 1860, il va quitter Charleville pour toujours, alors que Rimbaud n'a que 5 ans. Alors, bien évidemment, la perte d'un père, ça change n'importe qui. Et beaucoup vont interpréter la vie de Rimbaud comme étant une déambulation dans le monde sur les traces de son père. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que je vous ai pas encore parlé de Vitalie, la mère de Rimbaud. Elle est fille de propriétaire, donc elle est plutôt aisée. Et Vitalie, c'est un personnage important de notre histoire. C'est LA personne qui va faire front à tous les projets de Rimbaud. En fait, Vitalie, c'est une femme dévote, c'est-à-dire qu'elle est dévouée religieusement, mais elle est aussi dévouée à des principes de vie très carrés. Ce qui fait qu'elle est sévère, très sévère, à un point que vous pouvez même pas imaginer. C'est pas seulement à base de « va ranger ta chambre, fais tes devoirs et mets pas tes coudes sur la table, c'est mal poli ». Non, c'est bien plus extrême que ça, à base de règles strictes qui musellent ses enfants, qui les empêchent presque de bouger. Vous vous en doutez, une figure comme ça plaît à personne. Surtout pas à ses enfants. Surtout pas à Rimbaud, qui est un gamin en plein développement et qui a juste envie de se sentir
libre, et il y a une période de la vie où on est particulièrement opposé à nos parents. Quand Rimbaud arrive au collège, c'est aussi l'arrivée de l'adolescence dans sa vie. L'adolescence, c'est beaucoup de changements pour Rimbaud comme pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir comment on était à 13-14 ans, c'était pas très fameux. Sauf que Rimbaud, c'est pas un gamin comme les autres. Et ça, le monde va très vite le comprendre. Rimbaud a 10 ans quand il débarque au collège à Pâques 1865. Et je dis bien débarquer, parce que son entrée se fait remarquer par tout le monde. Il enchaîne réussite sur réussite. Ses notes sont admirables. Et je sais que vous auriez aimé que je dise que Rimbaud c'est une catastrophe, qu'il arrive à rien, qu'il se fait remarquer par sa médiocrité, sa bêtise, sa cancritude, mais non! Rimbaud, c'est avant tout et bien évidemment un élève brillant qui défonce tout sur son passage et avec une aisance qu'on envie à ceux qu'on appelle les génies. Pour vous donner quelques exemples, au collège, il rafle tous les prix d'excellence en littérature, en thème et en version latine. Ensuite, en 1869, il remporte facile les premiers prix de discours latin, de discours français, de version grecque, de récitation et d'enseignement religieux. En troisième, il fait l'honneur d'écrire un poème en latin au prince royal à l'occasion de sa communion. Et en janvier 1870, il publie son premier texte, Les étrennes des orphelins, dans la Revue pour tous, à seulement 15 ans. À 15 ans. Ouais, en général, c'est le moment où on se met à culpabiliser, on se regarde dans la glace et on se dit « J'ai fait quoi, moi, de bien depuis mes 15 ans ?» Rimbaud, c'est le genre de mec qui te fout la haine. Parce que lui, il fait tout ce qui lui plaît. Il a de l'ambition, du culot, quand il veut quelque chose, il fera tout pour l'obtenir. Il a des idées brillantes et il les met en œuvre sans attendre. Il n'hésite pas à défier l'autorité pour atteindre ses objectifs. Il est imaginatif, créatif, il touche à tout. À la poésie, à la littérature, au dessin, au latin, au grec, à la rhétorique et à l'amitié. Enfin, je dois dire que quand j'ai lu Rimbaud, j'ai pas vraiment trouvé de passage sur des relations qu'il pouvait avoir avec des gens. Il racontait pas s'il avait la cote au collège, s'il faisait partie des populaires, ou s'il était plutôt des silencieux du premier rang. En tout cas, j'ai pas trouvé ça dans ses poèmes. Rimbaud était un artiste, donc bien sûr qu'il s'est pas arrêté à la poésie. On a retrouvé des dessins qu'il a faits, et ils sont tous regroupés dans un album qui s'appelle Les dessins d'Arthur Rimbaud. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur la Fnac et le feuilleter après avoir déboursé 50 balles. Il y a quelques dessins dispo sur internet, donc ça va aller. Et sur l'un de ces dessins, qu'il a appelé Navigation, il se présente avec son grand frère Frédéric sur une barque, l'un d'eux criant à l'aide, pendant que l'autre est en train de se péter une barre. Bref, vous comprenez que les deux, c'était des petits rigolos et qu'ils aimaient bien jouer la comédie. Et ce dessin, c'est une représentation d'une coutume qu'ils avaient entre frères, qui était d'aller tous les matins prendre une barque sur les rives de la Meuse et de partir en virée juste avant les cours. Ce dessin est très connu dans les dessins de Rimbaud parce que c'est l'un des rares témoignages cristallisés de sa relation avec son frère. Vu qu'ils avaient qu'1 an d'écart, ils se croisaient souvent au collège. Et en parlant de collège, c'est là-bas qu'il fait la rencontre de quelqu'un que vous connaissez sûrement, Ernest Delahaye. Pourquoi je dis que certains le connaissent sûrement, au moins de nom, parce que lui aussi, c'est un écrivain. Et il va d'ailleurs devenir l'un des biographes de Rimbaud. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Mon ami Rimbaud. Et dans ce livre, il raconte leur amitié, les rêves de poésie qu'avait Rimbaud à l'époque, son ambition à toujours écrire plus et plus profond, encore son presque fanatisme pour la ville de Paris, qui était un point très chaud politiquement à l'époque. Hein, vous connaissez l'histoire du 19e siècle. Mais l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, il l'a fait en janvier 1870, au même moment où il publie son premier texte. Et c'est l'un des premiers événements de cette longue année qu'est 1870 et que j'aime aussi appeler l'année folle de Rimbaud. Ce mec, c'est Georges Isambard. C'est le prof de rhétorique de Rimbaud. Et il vient à peine de commencer sa carrière à 22 ans quand il rencontre son élève. Ils ont 7 ans de différence. Mais ça les empêche pas de se parler, de se voir en dehors des cours, de se découvrir plein de points communs et de devenir meilleurs amis. Isambard rencontre Rimbaud en tant qu'élève surdoué, mais il le découvre comme un ado torturé par les règles de sa mère. Ce qui se passe en dehors des cours, c'est que Vitaly ne laisse aucune liberté à son fils. Elle l'empêche de s'épanouir littérairement en lui interdisant certains livres. Ça, Isambard, ça le touche. Et à partir de là, il va en quelque sorte s'occuper de donner à Rimbaud l'éducation littéraire que sa mère lui interdit.
Il lui conseille des lectures, il l'introduit à la poésie parnassienne, qui est le mouvement littéraire en vogue à cette époque, et il lui donne même les clés de son appartement en été 1870 pour que Rimbaud puisse se désaltérer de tous les livres qui se trouvent dans sa bibliothèque. Bref, Isambard apporte beaucoup de choses à Rimbaud. Il lui offre une occasion d'exprimer sa créativité et de véritablement progresser dans la voie qu'il passionne. Du coup, puisque Rimbaud lui fait confiance, il lui fait lire ses premiers textes. Il lui demande des conseils, et Isambard de son côté s'occupe de lui donner des livres à lire. Par exemple, un jour il lui prête Les Misérables de Victor Hugo pour l'éveiller. C'est dangereux, parce que Vitaly, elle a une dent contre Victor Hugo. En gros, pour lire ce bouquin, Rimbaud était vraiment comme nous quand on se cachait sous la couette à 8 ans pour jouer à la déesse la nuit. Sauf que là, c'était avec un livre de 400 pages. Et un livre de 400 pages, ça se remarque plus facilement qu'une déesse. Bye bye. Alors quand Vitaly va découvrir que son fils lit ce révolutionnaire de Victor Hugo, elle va péter un plomb, au point d'envoyer une lettre à Isambard en lui priant bien gentiment de dégager ce genre de livre des yeux de son enfant. Cet événement va encore plus les rapprocher parce que Isambard comprend vraiment la détresse morale dans laquelle se trouve son ami. En attendant, Rimbaud continue de lui envoyer des ébauches, et en recevant tous ces jets et en voyant tout ce que Rimbaud a déjà accompli, Isambard comprend très vite qu'il a à ses côtés un grand poète en devenir. Peut-être même qu'il savait qu'il serait plus qu'un grand poète. Il serait un génie. Je vous avais dit que 1870, c'était l'année folle de Rimbaud. Justement, le 24 mai, il va faire quelque chose d'un peu fou. Il écrit une lettre à Théodore de Banville. Ouais, bon, ok, ça marche moins quand on sait pas qui c'est. En gros, Théodore de Banville, à cette époque, c'est juste l'un des hommes les plus importants sur la scène littéraire française. Parce qu'il est à la tête du Parnasse, qui est le mouvement littéraire qui devient la mode à cette époque et qui suit le romantisme de Victor Hugo. D'ailleurs, Théodore de Banville et Victor Hugo, ils se connaissent et ils sont potes. Donc pour reprendre, Rimbaud, 15 ans et demi, gamin paumé de Charleville, envoie une lettre à Monsieur Théodore de Banville, chef de file du Parnasse, dans laquelle il dit, je cite, qu'il veut devenir parnassien ou rien, avec en prime quelques poèmes de sa propre conception pour se faire publier dans le Parnasse contemporain. Ça, c'est de l'ambition. Pour comparer, je sais pas, aujourd'hui c'est comme si j'envoyais un message sur Insta à Orelsan pour lui demander de fitter avec moi, en lui envoyant en accompagnement 2-3 maquettes que j'ai faites, et qu'il me disait oui. Bon, on redescend, Orelsan m'a pas dit oui, et Banville non plus. Il a pas publié Rimbaud, mais c'est le fait d'oser ce genre de truc qui fait qu'il sera pris au sérieux, et qu'on le retrouvera un an plus tard à loger chez Banville pendant un certain temps, et qu'il sera viré par Banville lui-même, parce que ses voisins sont pleins de le voir déambuler à poil derrière les fenêtres. C'est une vraie anecdote, et c'est un bon exemple pour commencer à vous dire que Rimbaud, à partir de ses 15-16 ans, il en a plus rien à foutre de tout. Il va devenir le culot en personne. On est en août 1870, la vie suit son cours, Rimbaud a publié 2 textes en plus, c'est les grandes vacances, bref, tout va bien. Mais il s'ennuie à mourir. Charleville, c'est une ville morte en été, les gens font rien là-bas. Alors un matin comme un autre, il se réveille, il émerge de son lit, il pose les pieds par terre, et il se dit une chose tout à fait banale. Et si je fuguais à Paris ? Vous vous rappelez qu'il était fanatique de Paris, c'est Delahaye qui disait ça de lui. Et en vrai, on peut comprendre pourquoi. En tant que gamin de la campagne, la capitale, là où il y a tous les grands de ce monde, ça fait rêver. Alors, le 29 août, il sort de chez lui, il va à la gare, il fraude le train avec un billet sans valeur et puis, c'est parti, direction Paris. Il s'est enfui sans rien, sans affaires, sans argent, sans identification, sans plan. Il y va parce qu'il baigne dans l'émulsion de ce qui se passe à l'époque, à savoir le siège de Paris. En 1870, la situation politique en France s'est tendue. Vous savez, le 19e siècle, ça oscille entre monarchie, révolution et république. Et l'Empire prusse, qui est collé à la France, est pas très fan que sa voisine veuille s'émanciper de la royauté, et aussi, accessoirement, qu'elle envoie une lignée de mecs qui s'appellent tous Napoléon pour venir bouffer ses territoires. Donc l'Empire entre en guerre contre la France en juillet 1870, et les troupes prussiennes envahissent Paris à partir du 17 septembre jusqu'au 28 janvier 1871. Cette période, on l'appelle le siège de Paris. Je vais pas m'étaler sur les faits historiques parce que c'est pas mon sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un grand esprit révolutionnaire. Et ça, Rimbaud, lui, il kiffe. Il veut en faire partie. Alors en prenant en compte qu'à Paris, c'est super chaud et qu'à tout moment les combats peuvent éclater là-bas,
il prend son train vers son nouveau rêve. Après quelques heures, le train arrive gare du Nord. Rimbaud débarque, il y a beaucoup de monde, ça bouge pas mal. Et il voit au loin qu'il n'y a pas une seule personne qui sorte du quai sans se faire contrôler. Alors là, il comprend très vite que ça va pas bien se passer pour lui, et que son séjour à Paris allait pas être aussi palpitant qu'il l'avait imaginé. Mais il continue d'y croire. Quand il arrive face au contrôleur, il a rien pour se défendre, aucune justification de sa présence à Paris, et avec le contexte de méfiance extrême, il est envoyé en prison sans aucune discussion. Ouais, c'est violent. C'est le genre de truc qui te fait relativiser toutes les amendes que tu peux te prendre dans ta vie après ça. Rimbaud prend cette situation très au sérieux. En attendant d'être jugé, il prend un papier, un crayon et il écrit une lettre à son meilleur ami. Je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui, j'attends mon jugement à Mazas. Oh, j'espère en vous comme en ma mère, vous m'avez toujours été comme un frère. Et je vous demande instamment cette aide que vous m'offrîtes. Prenez ce train, venez ici me réclamer par lettre ou en vous présentant au procureur, en priant, en répondant de moi, et quand vous recevrez cette lettre, écrivez vous aussi. Je vous l'ordonne, écrivez à ma pauvre mère pour la consoler. Écrivez-moi aussi, faites tout. Je vous aime comme un frère. Je vous aimerai comme un père. En recevant ça, Isambard part au quart de tour. Et en 2 temps, 3 mouvements, il écrit au procureur, il prend un train pour Paris, il paye la dette de Rimbaud et il l'emmène à Douai. Douai, ça se trouve juste en dessous de Lille. C'est pas du tout la porte à côté de Charleville. Donc pourquoi Isambard l'emmène là-bas alors que Vitali est déjà en train d'imaginer toutes les manières possibles et imaginables pour assassiner son fils? À votre avis, la réponse elle est dans la question. Rimbaud a tout sauf envie de rentrer à Charleville pour se faire tuer par son hystérique de mère et pour crever d'ennui dans une ville morte. Et Isambard sait très bien à quel point Rimbaud déteste sa mère. Alors il l'emmène à Douai. Puis de toute façon, il fera sans doute quelque chose de plus intéressant là-bas qu'à Charleville. Ouais, il va faire quelque chose en effet. Il va faire une rencontre. Paul Demeny. Le fameux Paul Demeny dont on a déjà parlé. C'est un ami d'Isambard qui a cofondé une maison d'édition. Il a 26 ans à ce moment-là, mais comme Rimbaud n'a pas peur de faire ami-ami avec des gens plus vieux que lui et de saisir des opportunités, il commence à tisser des liens pendant ses jours. Surtout que Rimbaud est poète, Paul Demeny est éditeur, donc le duo marche bien. Pendant ce séjour, il écrit quelques poèmes et il en fait lire quelques-uns à son nouvel ami. Le temps passe vite et on arrive fin septembre. Fin septembre ? Et les cours ont toujours pas repris ? Qu'est-ce qu'il fait Rimbaud à Douai au lieu d'aller en cours ? Et enfin, Isambard aussi d'ailleurs, c'est un prof à la base. La raison pour laquelle ils sont pas retournés à l'école, c'est la guerre. Avec toutes ces tensions en France, les cours sont suspendus un peu partout. Et ça déplaît pas du tout Rimbaud, parce qu'il commençait à en avoir marre des cours. En plus là, il peut écrire toute la journée, exprimer sa passion comme il le veut, il traîne avec des gens plus grands que lui, des gens qui l'aiment, enfin bref, il se sent libre pour une première fois dans sa vie. À côté de tout ça, Isambard reçoit une lettre un matin. Elle est timbrée de Charleville et il y a le nom de Vitali Rimbaud dessus. Bizarre, hein ? C'est que dès que Rimbaud est arrivé à Douai, Isambard a envoyé direct une lettre à Vitali pour lui dire non seulement que son fils était là, mais aussi pour lui demander ce qu'il devait faire avec. Et ouais, ils ont beau être meilleurs amis, Rimbaud ça reste un mineur. Et il n'a pas le droit de traîner à des dizaines de kilomètres chez lui sans que sa mère soit au courant. Surtout dans le contexte de guerre qui plane. Donc dans la lettre que reçoit Isambard, Vitali l'engueule comme pas possible en lui disant que bien sûr qu'il devait ramener Rimbaud à Charleville et tout de suite. Alors le séjour n'a duré que 3 semaines avant que Rimbaud ne rentre en train avec Isambard. Quand la porte de la maison s'ouvre et que Vitali apparaît, c'est simple. Elle attrape son fils par l'oreille, elle lui met gifle sur gifle, elle le tartine d'insultes et de sermons. Isambard, face à tout ça, n'a que ses excuses à offrir. En échange de quoi, Vitali le charge d'une pluie de reproches tranchant comme des rasoirs. Après ça, c'est la remise en question. En vrai, t'as beau être rebelle, t'as beau être passionné par quelque chose, quand il y a ta mère comme ça, qui menace de tuer, qui pleure comme pas possible, et qui te dit qu'elle va t'envoyer en pensionnat si tu continues, t'es obligé d'admettre que t'as fait une connerie. Alors Rimbaud reste dans sa chambre pendant plusieurs jours, il repense à l'erreur qu'il a commise, il essaye de réfléchir sur tout le mal qu'il a causé autour de lui, et 10 jours plus tard, il fugue à nouveau. Cette fois-ci, il va pas vers Paris, parce que la ville est officiellement assiégée. Non, là, il a un nouveau rêve. Devenir journaliste. Il veut aller interviewer des gens, rédiger des articles sur la guerre, faire partie d'une équipe de rédaction quoi. Alors, toujours sur un coup de tête mûrement réfléchi, il prend un train direction Charleroi.
Charleroi, c'est en Belgique. Donc Rimbaud change carrément de pays. Il y arrive vers le 6-7 octobre. Et là-bas, il va frapper à la porte du journal de Charleroi, qui est un journal. Le nom est plutôt évocateur. Il tente sa chance pour devenir leur nouveau rédacteur. Alors maintenant, est-ce que vous connaissez Rimbaud en tant que journaliste ? Non, et c'est bien normal parce qu'il n'est pas resté plus d'une semaine à Charleroi. Le journal l'a recalé et il est allé écumer son échec dans la mousse des bières, dans des bars et des auberges. Sa déambulation en train et en Belgique a été très fructueuse parce que ça lui a permis d'écrire 6 poèmes, ce qui est beaucoup pour un auteur qui a une longévité artistique aussi brève. Et ces poèmes sont particulièrement agréables à lire, je trouve. Par exemple, dans Au cabaret vert, 5h du soir, il raconte sa première arrivée dans un bar quand il arrive à Charleville. Bref, c'est bien beau tout ça, mais en attendant, Rimbaud s'ennuie terriblement en Belgique. Concrètement, il n'y a rien à faire là-bas. Il connaît personne. Le journal de Charleroi, pour lui, c'est juste des gens qui viennent de manquer de la plus grande opportunité de leur vie, et de toute façon, ils en valaient pas la peine. Alors, il décide de retourner à Douai. Cette fois-ci, il va chez Paul Demeny. Pendant les quelques jours où il y reste, il souffle sa 16e bougie. Et oui, on dirait pas avec toutes les actions qui viennent de se passer, mais c'était seulement ses 15 ans. Et la 16e bougie, c'est un événement, c'est le début de la dernière ligne droite vers la majorité. Et ça tombe bien, parce qu'en guise de cadeau, il va recevoir quelqu'un d'important devant sa porte. Georges Isambard. Et il n'est pas venu seul. Il est accompagné d'une super nouvelle. On rentre à Charleville. Ah, ouais. Parce que ce que je vous avais pas dit, c'est que en attendant, à Charleville, il y a Vitaly qui pète un nouveau câble. Genre en mode, on doit être sur un câble Ethernet de 30 mètres, là, carrément. Mais elle prend quand même la chose un peu plus doucement. Cette fois-ci, plutôt que d'aller engueuler Isambard, elle va aller toquer à sa porte et elle va lui demander de l'aider à retrouver Rimbaud. Isambard, il se doute que Rimbaud doit être retourné à Douai parce qu'il n'a pas 36 000 endroits où aller. Et vu qu'il est dévoué pour son meilleur ami, et il s'inquiète aussi de sa vie, parce que il traîne dans des endroits qui peuvent être dangereux, il va aller le chercher. Donc quand Isambard arrive devant sa porte, il arrive à le convaincre à rentrer à Charleville. Et pendant le trajet, il va se confier. En route, je lui parle avec mon cœur. Mon souci de son avenir, de sa gloire, de sa dignité aussi. J'ai l'impression qu'il me comprend, qu'il est ému en dedans, qu'il a le cœur serré. Je me trompe peut-être, hein, il est si impénétrable. Après ce trajet retour, Isambard confie que c'est la dernière fois qu'ils se verront tous les deux. Après ça, on ne connaît que les lettres que les deux amis ont pu s'envoyer, dont l'une qui va nous intéresser dans quelques instants. Rimbaud retourne à Charleville le 1er novembre et cette fois-ci, il se calme pour de vrai. Je vous jure, il n'y a pas de blague où il va refuguer dans quelques jours. Non. Pendant 3 mois et demi, il va s'apaiser. Après, c'est un apaisement à demi-teinte, c'est-à-dire qu'il va rien faire d'impressionnant, mais il va quand même avoir une productivité. D'abord, il va collaborer sous pseudonyme pour un journal, Le Progrès des Ardennes, dans lequel il publiera un texte satirique qui s'appelle Le rêve de Bismarck. Aussi, Rimbaud est content parce qu'il sait que chez Paul Demeny, il a laissé juste avant de partir une liasse de 22 de ses textes dans le but de les faire publier. Ça deviendra seulement des dizaines d'années plus tard, après sa mort, le recueil qu'on appelle Cahiers de Douai. Et puis voilà, Rimbaud il profite, les cours ont toujours pas repris alors qu'on est fin janvier, et tiens, un matin, il lit le journal et il voit que Paris est enfin libre. Et vous, à la place de Rimbaud, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que Paris est libre ? Et oui, vous fuguez. Et il refugue. Le 25 février, il reprend un train pour Paris. Là-bas, il a une idée en tête, contacter des communards. Les communards, ce sont les futurs insurgés qui sont contre la capitulation de la France envers l'Empire prusse. C'est eux qui, dans 1 ou 2 mois, vont foutre le giga bazar dans Paris. Mais on n'y est pas encore. Et malgré la tension palpable qui flotte dans les rues de la capitale, Rimbaud s'y sent comme s'il était chez lui. Il voit débarquer les armées prussiennes qui sont là pour signer un cessez-le-feu, entamer les procédures de paix, il voit le peuple parisien commencer à se radicaliser, et le 18 mars, il retourne à Charleville. Et il a bien fait, parce que le même jour, les communards prennent le contrôle de Paris. Et comment vous dire que ce fut assez sanglant ? Enfin, après, on connaît Rimbaud, plus c'est sanglant, mieux c'est pour lui. Donc, il est pas très réjoui. S'il y avait eu la télé à cette époque, c'est certain que Rimbaud aurait traîné avec ses potes dans les bars et qu'il aurait été extasié devant les chaînes d'infos, comme on l'est un vendredi soir devant un bon match de foot. Mais à l'époque, il n'y avait pas la télé. Mais par contre, les bars et les potes, ça existait. Et qui sait qui va très bien en profiter ? C'est ce bon vieil Arthur. Entre février et avril 1871, le collège de Charleville annonce rouvrir ses portes.
Les élèves arrivent par dizaines, pas forcément réjouis de reprendre les cours, mais ils sont là, ils n'ont pas le choix. La salle de classe des gamins qui sont nés en 54 se remplit, mais l'une des places reste vide. Le professeur la regarde, il demande qui manque à l'appel, et il obtient cette réponse. Arthur Rimbaud. Si à cette période vous demandiez à quelqu'un où se trouvait Rimbaud, vous pouviez avoir 3 réponses types. Soit dans les bars, soit à Paris, ou soit dans les rues de Charleville. Parce que quand Rimbaud a quitté l'école en mai 1870, il savait pas que ce serait la dernière fois qu'il franchirait le portail du collège. En tout cas, maintenant il en est sûr, il a aucune envie de remettre les pieds à l'école. Et il obtiendra jamais son bac. Bac en lequel il ne voit aucun intérêt. C'est un choc pour absolument tout le monde. Ses camarades, mais surtout ses professeurs, qui voyaient en lui un élève surdoué, car il était un élève surdoué. Un élève droit dans ses bottes, bien dans les rails de la société, qui se donne à la société, et qui révolutionnera sans doute le monde de l'art, ou à minima tout ce qu'il touchera. Une espèce de Midas contemporain. Alors tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a perdu les pédales ? Il est en train de gâcher son passé et il condamne son avenir. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça ? Croyez-moi, il a de très bonnes raisons de faire tout ça. Et Midas ne devient pas le dernier des imbéciles simplement en quittant l'école. Au contraire, il va le prouver en envoyant une lettre à Georges Isambard le 13 mai 1871. Et cette lettre, la voici. Non. Avant d'ouvrir cette lettre, j'ai quelques trucs à raconter. Rimbaud, c'est une légende. Quand tu penses poésie, c'est souvent lui qui ressort dans les premiers auteurs. Parce que même si on l'a pas abordé, la poésie de Rimbaud, c'est une poésie de talent. C'est des textes profonds, des thèmes maîtrisés, des procédés parfaitement exécutés. Bref, c'est de l'or pur. Mais surtout, le truc qui est dingue, c'est que sa vie de poète dure max 5 ans, voire juste 2-3 ans en fait. 2-3 ans. C'est intéressant parce que Rimbaud nous prouve qu'on n'a pas besoin d'être un artiste avec une œuvre extensive pour marquer les esprits. À son époque, Rimbaud, il était personne. Enfin, si, il avait un nom dans les cercles lettrés parce qu'il fréquentait Banville ou Verlaine et que son style était vraiment novateur. Mais sinon, il avait toute une réputation à se faire. Et pendant ces années d'activité, ses poèmes n'étaient qu'en cours de publication, par-ci par-là, ou même juste en train d'être étudiés pour l'édition. Certains sont même sortis sous pseudonyme. Mais donc comment Rimbaud est devenu Rimbaud ? Comment il n'est pas tombé dans l'oubli ? Parce que ceux qui connaissent son histoire le savent déjà, mais il a très vite abandonné la poésie en 1875 pour partir dans un tour du monde avec un désir de voyage insatiable. Pourquoi il n'est pas tombé dans l'oubli ? Ça, c'est une question intéressante. Et la réponse, elle est tout aussi intéressante. Ok, si je vous disais qu'on a de la chance de connaître Rimbaud aujourd'hui, vous me diriez quoi ? Que je suis un lèche-bot ? Ok, si vous voulez, mais la chance, c'est le vrai terme qu'on devrait employer quand on parle de Rimbaud. Vous vous souvenez du cahier de Douai ? C'est Lias là, qui l'avait donné à Paul de Meuny pendant ses 2 fugues. Je vous avais dit qu'il était content de savoir que son ami éditeur les avait entre ses mains parce qu'ils allaient potentiellement être édités. Sauf que c'est un peu faux. J'ai menti. Parce que le 10 juin 1871, Rimbaud a envoyé une lettre à Paul de Meuny. Et dans cette lettre, il lui demande de brûler tous les vers qu'il fut assez sot pour lui donner. Comme ça, de nulle part. Rimbaud comptait sur lui, mais de Meuny a refusé. Évidemment, il n'a pas brûlé les poèmes. Mais ça, vous le savez parce que sinon, vous connaîtriez pas son nom. Enfin, attendez. L'histoire, elle est un peu plus compliquée que ça. Parce que, après ça, de Meuny va oublier ses poèmes. Pendant presque 20 ans. Ils étaient en train de pourrir dans sa cave, là où il les avait laissés quand Rimbaud avait décidé de partir on ne sait où sans laisser aucune nouvelle. Sauf que là où l'histoire est belle, c'est que de Meuny retrouve ses poèmes. Et quelqu'un est prêt à les lui racheter. Ce quelqu'un, c'est Rodolphe Darzin. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit son nom de famille, mais ce mec, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui parce qu'il va vous faire prendre conscience que Rimbaud, ça a beau être une niche à cette époque-là,
c'est une niche plutôt connue. Pourquoi ? Parce que Rodolphe Darzin, c'est un biographe de Rimbaud. Oui, Rimbaud avait déjà des biographes. Car il avait beau être jeune, et son écriture aussi, Rimbaud était talentueux, désinvolte, rebelle, aventureux, ambitieux, libre comme l'air. Et avec tout ça, il avait disparu à l'autre bout du monde en laissant derrière lui que des manuscrits éparpillés entre les mains d'Isambard, de Banville, de Demeny ou de Verlaine. Pour vous dire, Verlaine avait sorti en 1884 un essai qui s'appelle Les Poètes maudits, dans lequel il rendait hommage au Parnasse mourant du Second Empire. Et dedans, on y trouve l'évocation de Rimbaud, qui à ce moment-là avait disparu de la France depuis presque 10 ans, et cet essai en particulier a participé à rendre le personnage de Rimbaud mythique, au sens de légendaire. Donc ouais, il n'a pas fallu longtemps avant que Rimbaud devienne un cas très sérieux, et que des gens se demandent où était passé le petit prodige de la littérature française. Rodolphe Darzin, c'est un de ces gens qui cherchent à savoir qui est Rimbaud. Alors il achète les manuscrits de Demeny avant de les revendre peu après à un éditeur, Léon Genonceau. Et c'est lui qui mettra en forme le recueil qu'on connaît maintenant sous le nom de Cahiers de Douai, en 1893. Et ainsi l'histoire fut écrite. Alors déjà, merci Paul de ne pas avoir écouté ce con d'Arthur, et ensuite, en vrai j'ai encore menti. C'est pas par chance si on parle encore de Rimbaud aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison qui est tout à fait compréhensible. C'est que l'histoire ne voulait pas oublier Rimbaud. Entre l'amour d'Isambard et l'inaction de Demeny, en passant par la tristesse de Verlaine, l'histoire s'est écrite toute seule. Et la disparition de Rimbaud a été le point qui a scellé sa vie à tout jamais dans la légende. Mais maintenant, j'aimerais un peu détruire le mythe de Rimbaud. J'ai longtemps considéré que Rimbaud était un surhomme, une rockstar de la poésie, et donc du coup que son génie était inatteignable, incompréhensible, inimitable. Car à quoi ça sert même de l'imiter ? En fait, ça se trouve, les génies sont juste faits pour être admirés et pas jalousés. Parce que dans tous les cas, malgré tous les efforts qu'on pourra faire, on pourra pas atteindre leur cheville. On fera jamais mieux qu'eux. Donc, vaut mieux profiter du spectacle et se laisser porter. Ouais, j'ai pensé tout ça jusqu'à lire ces textes. Les lettres du voyant que Rimbaud a envoyées respectivement à Georges Isambard le 13 mai 1871 et à Paul Demeny 2 jours plus tard. En lisant en boucle, et à force de connaître Rimbaud, il y a une chose qui m'a terriblement frappé. Sa profonde banalité, et même les imperfections dans ses textes. Rimbaud n'a rien d'un mythe ou d'une légende. C'est un gamin de 16 ans qui dit des belles choses, mais aussi qui dit beaucoup de conneries et d'incohérences. Alors, je sais que depuis le début, j'alimente la vision comme quoi Rimbaud est exceptionnel. Parce que factuellement, il l'est. Il sort de la norme. Mais, pour autant, quand je me remets face à ces textes, je peux que me sentir déçu de ce qu'est devenu sa poésie dans l'inconscient collectif. Vous allez comprendre. Le génie, ça brise l'authenticité. Quand on regarde un chef-d'œuvre, on l'admire, on le contemple, on l'adule, et en général, on finit par en faire un modèle dans le monde de l'art. La conséquence de ça, c'est de considérer que son créateur est un génie. Et ça, c'est dangereux. Quand on dit d'un artiste qu'il est un génie, on fait une espèce de sacralisation parfois malsaine. Mais un artiste, c'est pas un dieu, c'est un humain. Et rajouter des couches divines et superficielles sur la peau d'un auteur, c'est brouiller la réception de son œuvre. Kant. Il disait quoi, Kant ? Dans Critique de la faculté de juger. Il philosophait sur la notion de génie artistique. Ok. Et il en a donné des critères reconnaissables. D'abord, il considère que le génie, c'est un don, et donc que ça ne s'obtient pas par le travail. Donc c'est simple, tu nais avec, ou tu l'as pas. Ensuite, pour lui, l'œuvre d'un génie est originale, et elle n'obéit à aucune règle précise. Donc si tu couples ça avec le fait que le don est un don donc il ne s'obtient pas, ces règles non plus ne peuvent pas être obtenues par le travail. Donc c'est inimitable. Ensuite, vu qu'on considère que ces œuvres sont supérieures à nous ou même à toute autre œuvre, on en fait des modèles ou même des références dans leur domaine. Et parfois, ça devient même des œuvres fondatrices ou pionnières d'un nouveau genre. Et enfin, un génie est un génie parce qu'il ne parvient pas à s'expliquer lui-même. Il n'explique pas d'où lui vient son inspiration, d'où lui vient sa technique.
Il a appris comme ça, c'était naturel quoi, il peut pas l'expliquer. Maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'était dangereux ? Quand vous regardez un chef-d'œuvre, vous avez un filtre, vous en avez même plusieurs. L'admiration, c'est un filtre. Le contexte de sortie est un filtre. La réputation de l'auteur, c'est un filtre. Et tous ces filtres peuvent créer une distance entre vous et l'œuvre. Pourtant, l'art, c'est un langage éminemment humain. C'est une autre manière de s'exprimer qu'avec la discussion. Ça veut dire qu'au plus bas degré d'art, on devrait tous pouvoir le comprendre. On n'est pas forcément des artistes, mais on a tous une sensibilité à l'art. Et la sacralisation de certains d'entre nous, c'est une barrière. Les critères de Kant sont peut-être vrais. J'en reconnais même certains chez Rimbaud. Mais il en va de la responsabilité du spectateur de déconstruire ce que représente l'artiste derrière l'œuvre qu'il regarde, et de limite systématiquement scruter l'imperfection qui en est une composante. Parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Particulièrement pas les lettres qu'on va lire. Ne pas chercher à comprendre comment un génie a pu créer son œuvre, ce qui a pu lui passer par la tête, c'est simplement se dire que c'est au-dessus de nous et que de toute façon, voilà, on n'a pas à s'en soucier, bah ça c'est une barrière. Et c'est même de la flemmardise. Nous, ce qu'on s'apprête à lire, c'est une lettre. C'est pas une œuvre, c'est une lettre. Et c'est très important de faire la différence. Aujourd'hui, on considère trop facilement qu'une lettre, c'est un contenu littéraire. Parce que on en fait des recueils, des romans épistolaires. Et puis même, on s'envoie plus de lettres de nos jours. Sauf que, à la base, une lettre, c'est l'équivalent d'un mail, voire d'un texto pour l'époque. Et c'est pas du tout destiné à la publication. Si on y a accès, c'est parce qu'Isambard a voulu honorer la mémoire de Rimbaud et qu'il l'a donné à un éditeur des dizaines d'années plus tard. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour que vous mettiez en condition. On va pas lire une œuvre d'art, on va lire une lettre. C'est juste un message d'un ami à un autre. Donc il faut que vous enleviez tout ce que vous pouvez attendre d'un texte artistique de la part de Rimbaud. Quoique. Bref, maintenant qu'on est prêt. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège, tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison. Pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, ni rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant ? Jamais, jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Alors vous inquiétez pas, c'est normal de rien comprendre à la première lecture, c'est comme pas kiffer ta première gorgée de Ciao Kombucha. C'est normal et je dirais même que ça fait partie du jeu. Hein. C'est pas pour rien que Rimbaud, dans sa lettre même, il dit à son prof « Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer ». C'est qu'il est conscient que ce qu'il est en train de dire, c'est difficile d'accès, il va falloir s'investir pour comprendre. Mais bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie de savoir. Bon, alors, Rimbaud commence par faire une mise en contexte. Donc, c'est-à-dire que l'école a rouvert, et puisqu'elle a rouvert, il se doit à la société. C'est quelque chose que son prof semble lui avoir inculqué. Isambard, il roule dans la bonne ornière, donc c'est-à-dire qu'il répond à ses devoirs d'enseignant. Et il attend de Rimbaud que lui aussi il réponde à ses devoirs d'étudiant, c'est-à-dire qu'il suive des cours
qu'il obtienne un diplôme et ensuite qu'il offre son talent poétique au monde. Dans un monde normal, ça doit se passer comme ça. Sauf que vous le savez, il le répète ici, Rimbaud n'est jamais retourné à l'école, et il fait même l'inverse. Il sort avec des cancres, il fume, il boit, il fout le bazar partout où il va, et il a l'air d'y prendre du plaisir. Donc est-ce qu'il roule vraiment dans la bonne ornière comme Isambard ? Bah clairement pas. Sauf que Rimbaud dit ça. Moi aussi je suis le principe. Lui aussi travaille pour la société, comme Isambard. Vraiment ? Comment tu veux satisfaire la société en ayant un rythme de chômeur décomplexé et en ayant une vie aussi déréglée ? Clairement, ça marche pas comme ça du tout. Pour l'instant, Rimbaud, il cherche pas à se justifier. Il dit plutôt ça. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison. Pour aujourd'hui. Et là, c'est intéressant. Parce qu'il commence déjà à nous faire glisser sur son point de vue. Pour ça, il réaffirme d'abord son opinion, sans chercher à détruire celle d'Isambard, mais, dans le même temps, il prévient que cette opinion sera bientôt obsolète. Pour paraphraser bien comme il faut, ça veut dire que, en gros, oui, pour s'accomplir dans la société, il faut être constitutionnel et avoir un diplôme. Mais pour s'accomplir dans la société, on peut aussi très bien faire l'inverse total. Alors ouais, c'est plutôt choquant à lire, surtout pour l'époque, et Rimbaud il en est conscient, c'est pour ça qu'il dit bien qu'Isambard a raison pour aujourd'hui. Mais en même temps, il assume totalement son attitude visionnaire, voire prophétique. Il en est certain. Il est persuadé que bientôt, pour s'accomplir dans la société, on sera plus obligé de suivre un train de vie classique et scolaire. Et pourquoi il en est si sûr ? Parce qu'il compte prouver à tout le monde qu'il a raison, en devenant la figure de proue d'une nouvelle pensée et d'une nouvelle mouvance. D'accord, mais pensée de quoi ? De la poésie. Et oui, en fait, c'est une erreur de vouloir prendre les mots de Rimbaud comme une réflexion générale sur la manière de s'accomplir dans la société. La vérité, c'est que lui, il parle uniquement du fait de s'accomplir dans la société en tant que poète. Ou qu'artiste en fait. Parce que s'il utilise tout le langage de la poésie pour présenter sa thèse, c'est déjà parce que c'est son moyen d'expression, mais aussi parce que la poésie, c'est l'essence même de toute littérature. C'est de la poésie qu'a décollé tous les genres littéraires, à partir du poème épique dans la Grèce antique en fait. Le poète dans la littérature, c'est l'artiste dans son essence la plus pure. Et ça va devenir encore plus clair après, vous allez voir. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective, mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, ni rien voulu faire. Ça, c'est notre point de bascule, parce qu'à partir de maintenant, on va parler de l'idée de travail. On l'a compris, Isambard et Rimbaud ont deux manières différentes de s'accomplir en tant que poète. Le premier a bossé et continue de bosser pour y arriver, et le deuxième fait le choix de l'inaction. Pourtant, c'est Rimbaud qui dit au plus bosseur des deux qu'il finira comme un satisfait qui n'a rien fait. Autrement dit qu'en fait, c'est Isambard, le flemmard qui se contente d'une voie simpliste, logique, tracée, sans se demander s'il n'existe pas autre chose, d'autres horizons pour arriver au même résultat, ou plutôt à quelque chose de plus grand. En fait, c'est assez simple à comprendre, Rimbaud n'est pas d'accord avec la place qu'occupe le poète dans la société, et la manière dont il exerce son activité. Pour lui, le poète a un rôle beaucoup plus mystique. Donc puisque l'artiste occupe une place unique parmi les hommes, qui est incomparable à toutes les autres qui peuvent exister, c'est logique qu'il faille trouver une méthode différente pour devenir poète, pour atteindre ce statut si particulier. Et au passage, vous vous demandez peut-être ce qu'est la poésie subjective. Pour éviter les confusions, on garde ça pour plus tard. À ce stade, faut juste comprendre que c'est ce modèle de poésie auquel il s'oppose. Il veut pas s'accomplir en tant que poète subjectif, mais en tant que poète objectif. Pour ça, il fait face à un conflit. Un conflit qui est interne, mais qu'il entreprend aussi avec la société poétique. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris. Travailler maintenant ? Jamais, jamais. Je suis en grève. L'idée travail, elle est enfin centrale. Et c'est pas pour rien que Rimbaud commence une phrase avec « je serai un travailleur » et finit l'autre par « je suis en grève ». On s'en fiche de mon avis, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est la construction la plus intéressante du texte. Parce que tout est dit simplement, mais l'ensemble apparaît comme un casse-tête. L'emploi du mot grève est ultra intéressant d'ailleurs. Il remet en perspective l'attitude de Rimbaud. Il se place en vérité ni en rebelle, ni en chômeur, ni en adolescent en galère de boulot, non. En fait, il se place en travailleur mécontent,
mais profondément investi dans sa cause, et qui par son inaction témoigne davantage de son amour, de son attention et de son inquiétude pour l'avenir poétique que n'importe qui. Et donc c'est comme ça qu'il peut se permettre d'utiliser le mot travailler pour dire deux choses totalement différentes. Dans le premier, il se place en gréviste engagé, et dans le deuxième, il met l'idée de travail basique et universitaire qui ne le mènera pas là où il veut aller. D'ailleurs, pour revenir à la grève, alors je sais qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots pour désigner cette attitude de travailleur qui s'insurge d'un dysfonctionnement du système, mais je trouve que c'est quand même important de s'arrêter dessus, parce que Rimbaud aurait pu utiliser arrêt de travail ou chômage, mais la grève, en plus de coller à l'attitude de Rimbaud, historiquement elle a obtenu sa définition grâce à une place à Paris, qui s'appelle la place de la Grève, qui se trouve sur les rives de la Seine, et là où des travailleurs au XVIIIe siècle avaient fait des mouvements de protestation pour leurs droits dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc ici, que Rimbaud s'en remette à un mot dont l'histoire est typiquement parisienne, notamment à travers une mini-révolution à son échelle, quand juste plus haut il écrivait « C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris », où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris, bah c'est extrêmement cohérent. Ça donne même une grandeur politique à cette lettre, dans le contexte de son écriture en tout cas. Mais Rimbaud va pas continuer à utiliser le mot grève. Non, ce serait mal le connaître que de penser qu'il va faire comme tout le monde. Il va carrément inventer un nouveau mot pour décrire cette attitude. L'encrapulement. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Et en vrai, il a raison, c'est beaucoup plus pratique. Parce que dans l'encrapulement, il met à la fois l'idée de rébellion, de grève et de marginalisation volontaire. Ainsi, il nous fait glisser enfin vers l'idée de voyance. Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être né fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ok, vous voyez là tout le début ? Hop, ça dégage. On en parlera plus tard. Je sais qu'on est là pour parler de la voyance, mais juste avec cette lettre, c'est pas possible. Va falloir attendre la lettre de Demeny. Donc pour le moment, Rimbaud dit qu'il s'est reconnu poète. Mais il dit aussi, juste après, que ce n'est pas du tout sa faute. Et que c'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en dehors du travail que demande l'encrapulement, Rimbaud reconnaît avoir reçu un don divin. Il y a quelque chose qu'il n'a pas choisi d'avoir, qui s'est implémenté en lui, et qui s'exprime en lui tout seul, comme si quelqu'un prenait sa plume et s'exprimait à travers elle. Un don divin, oui, parce qu'il fait une réf plus ou moins implicite à une idée qui existait déjà sous Platon. Cette idée dit que le poète obtient son inspiration d'une source incontrôlable, c'est-à-dire les dieux. L'artiste serait donc le porte-parole des dieux. Et si la divinité leur ôte la raison, en les prenant pour ministres, comme les prophètes et les devins inspirés, c'est pour nous apprendre, à nous les auditeurs, que ce n'est pas eux qui disent des choses si précieuses, mais la divinité elle-même qui parle, et par leur intermédiaire se fait entendre à nous. Alors on en pense ce qu'on veut, hein, mais en tout cas ici c'est cette idée philosophique que Rimbaud invoque. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce que grâce à ça, il justifie son attitude d'encrapulement. En fait, il dit juste, c'est pas ma faute, je suis né comme ça, je dois accomplir un devoir, celui de la poésie, et ça je dois le faire dans les règles de l'art. Après ça, Rimbaud ferme sa lettre en accentuant bien le côté naturel de sa démarche poétique, mais aussi le manque de maîtrise qu'il a pour l'instant. Dans « Je est un autre », il entend être autre chose que celui qu'il pensait être, donc un poète. Et dans « Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait », c'est la même idée. Il pensait être un simple bout de bois, mais puisqu'il a découvert qu'il était un violon, il est obligé de produire un son harmonieux. Il s'est reconnu poète, donc violon, et maintenant il ne peut vouer sa vie à rien d'autre qu'à son art. En vrai, l'image est carrément stylée. Mais ça suffit pas de se reconnaître poète. Maintenant, il faut maîtriser son don et le travailler pour devenir voyant. Et ça, c'est dans la lettre de Demeny que ça se passe. Voici de la prose sur l'avenir de la poésie. Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement romantique, il y a des lettrés, des versificateurs. Tout est prose rimée, un jeu, avachissement avec gloire d'innombrables générations idiotes. Après Racine, le jeu moisit. Il a duré 2000 ans. Le projet est clair, Rimbaud veut se faire prophète de la poésie.
Prophète au sens de celui qui sait l'avenir et qu'on ne comprendra que bien plus tard. Comme pour la première lettre, il commence par une remise en contexte, une histoire de la poésie en quelques mots. Genre vraiment juste quelques mots. Et on s'attardera pas dessus. Parce que c'est chiant. Oui, clairement. Mais par contre, cet extrait, il est important. Parce qu'il montre la mentalité de Rimbaud sur la littérature de son temps. Chose qu'on voyait déjà un peu dans la lettre précédente. Il oppose d'un côté la poésie grecque, qui rythmait l'action, qui avait un certain prestige et dans lequel il y avait des versificateurs, des lettrés, donc des gens qui savaient écrire, à la poésie qui s'ensuivit jusqu'au romantisme et qui est en déclin progressif. Il dit quand même que depuis la poésie grecque, il y a eu un enchaînement de générations idiotes. C'est quelque chose. Enfin bref, un peu après, il dit ça. En Grèce, ai-je dit, vers et lyre, rythme, l'action. Après, musique et rime sont jeu, délassement. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement. Les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau. On agissait par, on en écrivait des livres. Telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé. Là, il reprend son paragraphe précédent en mettant bien le point sur l'idée que la poésie avant, c'était pas seulement un truc qui était fait pour satisfaire son créateur plus que la société. C'était pas un jeu de rimes, de musique, un jeu trivial et divertissant. Et là, vous vous demandez, mais comment je sais ça, juste en lisant ça ? Déjà parce que j'ai passé des heures à lire cette lettre, et ensuite parce qu'il l'explique assez clairement, même si c'est relatif, dans le terme « l'intelligence universelle ». Ce que je comprends de cette expression, c'est qu'il reprend et explique l'idée du « je est un autre ». L'intelligence universelle, c'est celle qui offre le don de violoniste, dont il parlait dans la lettre à Isambard. C'est quelque chose qui s'exprime chez les individus, particulièrement les artistes. C'est à la fois un don et une manière détournée de parler d'inspiration. Et elle est extrêmement rapprochée du « je est un autre » et du « ce n'est pas du tout ma faute ». Parce qu'en fait, ce que montre Rimbaud, c'est que l'artiste qui ne se travaille pas ne peut pas contrôler l'intelligence universelle. C'est pas pour rien que dans sa phrase, Rimbaud met d'un côté l'intelligence universelle et d'un autre les hommes. L'une ne dépend pas de l'autre, c'est même l'autre qui dépend de l'une. Regardez, ce qui prouve que l'intelligence universelle est supérieure à l'homme, c'est ça, le toujours. Elle a toujours jeté ses idées naturellement. En fait, c'est une instance qui a existé, qui existe et qui existera chez les individus. C'est cette inspiration divine qui inspire les poètes depuis la nuit des temps. Maintenant, c'est là où ça se complique. Cette intelligence a beau être vectrice de création, l'homme n'a jamais su bien l'exploiter. Les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau. On agissait par, on en écrivait des livres. Telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé. Rien que dans la tonalité, on sent ce que Rimbaud voulait communiquer. En gros, il met la lumière sur une paresse de la part des hommes dans le traitement de cette intelligence universelle, sur une idée de non-travail de la matière brute qu'est l'inspiration, et sur une habitude à l'effort minimal chez les artistes, qui abandonnent l'innovation des formes artistiques au profit du déclin. En gros, ils suivent la marche, ils font comme ceux d'avant, mais en moins bien. Ils ne font plus vers, lyre et rythme au service de l'action, mais simplement musique, rime, jeu et donc délassement. Et ces poètes-là, il les appelle des fonctionnaires, des écrivains. Un poète fonctionnaire. Un poète qui fait de la poésie subjective. Voilà ce qu'est devenu Isambard, comme tous les poètes depuis Racine. Mais alors, qu'en est-il du vrai poète ? Celui qui a compris ce que c'était que d'être un artiste, ce que c'était de se travailler et de travailler son art, qui a compris ce que c'était de se devoir à la société. En gros, qu'en est-il de l'auteur, du créateur, du poète ? Eh ben, c'est très simple, pour Rimbaud, cet homme n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'artiste digne de ce nom. Si Rimbaud affirme que le vrai poète n'a jamais existé, c'est qu'il sait ce qu'est censé être un vrai poète. Voici alors comment on devient un artiste. Un artiste voyant. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences.
ineffable torture, où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu. Et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vus. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Ok. Alors, un par un. Déjà, c'est quoi le dérèglement de tous les sens? Et pourquoi est-ce qu'il est long, immense et raisonné? Le dérèglement, c'est ce qui va de pair avec l'encrapulement. Ça se passe en même temps, c'est une manière de dérégler ses sens et de laisser son esprit vagabonder. Ok, bon, c'est toujours pas clair. Bon, on est d'accord que le but de tout ça, c'est d'atteindre la voyance. La voyance, de base, c'est quelque chose de divinatoire. C'est quelqu'un qui voit l'invisible et l'avenir, donc ce que le commun ne peut pas voir. Comment un voyant ou un médium font pour en arriver là? Eh bien, ils partent d'une base innée, on dit souvent don ou sensibilité au monde spirituel, et ce don, ils le travaillent par l'exposition à l'inconfortable, et par l'ouverture à cet invisible en ouvrant leurs barrières psychiques. Pour le poète, c'est exactement pareil. En fait, cette base innée que les médiums ont, c'est l'équivalent de l'intelligence universelle pour Rimbaud. Et le processus pour s'accomplir médium, chez les poètes, c'est le dérèglement de tous les sens. Donc tout simplement, ça consiste à cultiver son âme par la dépravation, donc l'encrapulement, par l'exploration des profondeurs de son esprit, en se détachant du sensible, de ce qu'on voit, touche, sent ou entend, pour voir au-delà. Ça passe par un contact direct avec l'imaginaire, l'inconscient, et en détruisant les limites à ses sens. Ils vont vagabonder et emporter l'esprit du poète avec eux, exactement comme le ferait un médium. Pour être plus clair, Rimbaud précise qu'il faut épuiser toutes les formes d'amour, car on y verra de belles choses, toutes les formes de souffrance, car on devra explorer nos penchants les plus sombres et durs, on jettera un œil à l'abîme sans jamais y plonger, et toutes les formes de folie, car laisser son esprit errer, c'est dangereux. On peut devenir fou, pire encore, être vu comme un fou. Et l'épuisement de ces poisons vise à n'en garder que les quintessences. Donc ces choses qu'on n'aurait pas vues si on avait seulement gratté la surface de notre âme. En fait, le poète, il est comme ces chercheurs d'or, regardez. Il passe son temps, tout son temps, les pieds dans le cours d'eau de sa pensée, avec son tamis dans les mains. Il secoue pour filtrer ce qu'il ramasse entre l'amour, la souffrance, la folie. Il secoue, et il ne garde que les grains d'or qui restent, ces fameuses quintessences. Et parfois, souvent même, il y passe des heures, voire des jours, avec le dos courbé dans ses os embourbés, empoisonnés, où il met son tamis, il secoue, et il ne trouve rien au fond. Vous avez des gens qui se sont épuisés, ça, qui n'ont rien trouvé, tous les chercheurs d'or. C'est pour ça que le dérèglement est long et immense. Il est même douloureux au point d'être inexprimable. Et pour le faire, il faut toute la foi et toute la force surhumaine. Donc celui qui se dérègle n'est plus seulement un homme, il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Ça y est, après l'encrapulement, la marginalisation, le dérèglement et la souffrance, le poète voit. C'est un suprême savant. Pourquoi ? Parce qu'il sait plus de choses que ceux qui n'ont pas travaillé leur esprit, puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun. La figure du savant dans la littérature, c'est quelqu'un de sage, qui voit les hommes d'en haut, pas de haut, d'en haut. Le savant a une vue d'ensemble sur les hommes tout en restant parmi les hommes. Car même s'il s'approche plus de l'idée qu'on se fait d'un demi-dieu, ça reste un humain. Comme quelqu'un qui aurait la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre. Avant de continuer, je veux qu'on s'arrête un peu sur cette phrase qui est méga importante. Là, Rimbaud enchaîne 3 termes péjoratifs avant d'insérer le mot savant. Devant chacun de ces termes, il met l'adjectif grand, au sens du plus nanana. D'abord, du plus malade, parce que le poète est devenu fou. Vous vous rappelez du danger du dérèglement qui pouvait conduire à la folie? On dirait que Rimbaud sait que tout ça,
ça fait devenir fou. Mais il y a de la nuance. Déjà, fou pour qui ? Parce qu'il dit le grand malade entre tous. Donc le poète voyant est vu comme un fou parmi la société. Sauf que c'est Rimbaud qui parle de folie en premier. C'est lui, en tant que futur poète voyant, qui en a conscience. C'est d'ailleurs pour ça que plus bas, il parle d'horrible travailleur. Il nomme lui-même le poète voyant comme étant un horrible travailleur, un travailleur mal vu des autres. Donc ça veut dire que le fou n'est pas fou pour la société, mais qu'il l'est pour lui-même. Ici, Rimbaud, il parle pas au nom des autres, il parle en tant que poète presque savant. Assez savant pour réaliser que la folie, c'est pas une maladie qui réduit un individu à la stupidité, mais bien un état d'éveil sur le monde qui l'entoure. Je tiens à vous rappeler que le dérèglement n'est pas seulement long et immense, mais qu'il est aussi raisonné. Ça veut dire que dans toute la démarche folle pour devenir voyant, le poète doit rester maître de ses pensées et de ses actes. Et donc, dans la finalité, la folie c'est pas quelque chose qui asservit le poète, mais c'est un outil pour voir plus que les autres. Donc oui, peut-être que pour le commun des mortels, le poète voyant c'est un fou, au même titre que certaines personnes considèrent que les médiums, ce sont des fous. Mais ça, vous savez pourquoi ils sont vus comme ça ? C'est pas leur faute, en fait c'est la nôtre. C'est notre faute à nous parce qu'on n'a pas fait ce travail qu'eux ont entrepris et on cherche pas à les comprendre. C'est pour ça qu'en plus d'être le grand malade, le voyant est le grand criminel, celui qui n'a pas voulu faire comme les autres. Et le grand maudit, car il a souffert plus que quiconque à cause de son don, qui est autant une bénédiction qu'une malédiction. Parce que maintenant, il peut vouer sa vie qu'à ça, et si il ne remplit pas cette mission, il en souffrira éternellement. Pour conclure l'analyse de cette simple phrase, je veux juste mettre au clair que Rimbaud ne fait pas une opposition entre les trois termes péjoratifs et le suprême savant. Pourquoi ? Parce que c'est pas un mais qu'on a entre les deux, mais un et. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais c'est en me rendant compte de ça que j'ai compris toute la grandeur de cette phrase. Ce et permet de joindre la méthode bordélique et anarchique au résultat solide qu'on obtient. Et c'est drôle, mais ce passage, la manière dont il est écrit, fait qu'il pourra être attribué à Rimbaud et à personne d'autre pour toujours. Parce qu'on sent toute son âme dedans, on sent tout ce qu'il faisait, ce qu'il était à cette époque-là. Un gamin révolté, désordonné, anarchiste à certains égards, mais pour qui le désordre est toujours une technique pour systématiquement arriver à l'ordre et à quelque chose de grandiose, notamment au progrès. Bon, bref, maintenant que le poète est devenu voyant, ce serait bête que, je sais pas, il meure, ou pire encore, qu'il soit plus voyant pour une raison X ou Y. Alors, pourquoi je me pose ces questions ? Moi je sais pas, en fait c'est Rimbaud qui s'en inquiète. Mais en même temps il s'en inquiète pas vraiment, parce qu'en fait il dit que c'est pas grave de perdre la voyance. C'est pas grave parce que le simple fait de voir suffit de crédibiliser tous les efforts qu'il a fallu mettre pour atteindre la voyance. Mais surtout, au moment où il perdrait ses visions, il aurait déjà donné au monde, à travers l'art, les fruits de ses visions. Alors, qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, c'est pas grave, parce que viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle, énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. Toujours plein du nombre et de l'harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ces poètes seront. Et donc, le poète est vraiment voleur de feu. Il est comme Prométhée. Prométhée, c'est un titan qui a décidé de braver les dangers pour voler le feu à Zeus et l'offrir aux hommes, qui étaient une race délaissée par les dieux. Et en faisant ça, Prométhée, il a permis aux humains de développer leur esprit, de maîtriser la métallurgie, les arts, enfin bref, de devenir ce qu'ils sont. Comme Prométhée,
le voyant se doit à la société. Et il est comme investi d'une mission tacite qui fait qu'une fois qu'il a vu, il est obligé de donner au monde ce qu'il a vu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. On sent à quel point c'est un devoir. Le poète voyant est fait pour ça et rien d'autre. C'est sa mission. C'est comme ça, après s'être reconnu poète, qu'il s'accomplit parmi les hommes. Et de la même manière que Prométhée donne le feu aux hommes et les laisse l'utiliser comme bon leur semble, le voyant doit donner une matière brute et première. Donc, si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Et c'est ensuite aux horribles travailleurs ou aux hommes qui viendront d'en faire ce qu'ils veulent, de transformer cette matière. Ok, c'est bien. Maintenant qu'on sait tout ça, comment le voyant fait pour donner sa matière aux hommes? Ok, il le fait par l'art, ça on a compris, et il le fait de manière brute, mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Rimbaud écrit que pour donner les fruits de la voyance par la poésie, il faut trouver une langue. Une langue comme quoi? Comme le français, l'anglais ou l'allemand? Bah non, évidemment, on parle pas de ça. Ici, on parle plutôt d'expression poétique. En fait, c'est assez simple à comprendre. Puisque l'inconnu est nouveau et qu'il ne correspond à rien qu'on connaisse déjà, et ben pour le décrire à la perfection, il faut aussi trouver une nouvelle manière de l'exprimer, une manière différente de celle qu'on utiliserait pour décrire le connu. Donc il faut innover en matière de poésie, en matière d'art, trouver des nouvelles formulations, des nouveaux procédés, tout ça. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Tirant quoi? Ben à la fois l'inconnu, la poésie et la langue elle-même. Parce qu'en fait c'est trois choses quasi identiques. Regardez, l'inconnu a besoin d'être exprimé par une langue qui est une langue poétique / artistique. Donc si comme Rimbaud l'écrit juste après, le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle, ça signifierait qu'étirer la quantité d'inconnu, ou plutôt constater sa largeur, ça revient à étendre la langue poétique pour exprimer cet inconnu. Dans la finalité, puisque tout ça serait nouveau pour l'homme et l'art, eh ben, le poète voyant serait vraiment multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste. C'est logique, vu que la concrétisation de l'inconnu, c'est l'art, la poésie, donc c'est matérialiste. Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque, mais la poésie ne rythmera plus l'action. Elle sera en avant. Ici, les idées progressistes de Rimbaud, elles sont plus que présentes. Il dit avec assurance que la poésie nouvelle du voyant dépassera la poésie grecque, mais elle sera aussi en avant parce que le poète est chargé de l'humanité, et donc que sa poésie va guider le peuple vers l'avant, vers le progrès. Bref, une fois que le poète aura enfin atteint la voyance, qu'il aura donné ses visions au commun des mortels, et qu'il aura inspiré une lignée d'autres travailleurs à faire comme lui, eh ben, les écrivains fonctionnaires et subjectifs mourront, et ces poètes seront. Bon, sérieusement, c'est pas un peu gros tout ça? La voyance, c'est bien beau. Le suprême savant, c'est sympa, mais ça mène où? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est pas juste un énième délire de Rimbaud qui n'a jamais vu le jour? Là, c'est le moment où on remet toutes les choses en place. Parce que, vous avez vu, j'ai essayé. J'ai essayé d'être neutre dans l'analyse. J'ai essayé d'être objectif et de pas trop donner raison à Rimbaud, mais en fait, c'est impossible. J'adore ces lettres. Elles sont brillantes, elles sont riches en style et en rhétorique, et même s'il y a des imperfections, des contradictions, Rimbaud est sûr de lui, visionnaire, son discours est engagé et extrêmement séduisant. Séduisant, ouais. À tel point qu'on en oublie presque que Rimbaud, c'est juste un beau parleur en fait. 15 août 1871, Rimbaud se moque ouvertement de la poésie parnassienne en envoyant un poème satirique à Théodore de Banville.
28 août 1871, il envoie une lettre à Demeny pour lui demander de l'aide pour trouver du boulot à Paris. Demeny lui conseille de contacter Verlaine et le 30 septembre 1871, Rimbaud arrive à Paris et participe à une réunion des Vilains Bonshommes, un groupe de lettrés de Paul Verlaine. Il épate tout le monde alors qu'il a à peine 17 ans. Ça dure jusqu'au 2 mars 1872, quand Rimbaud, complètement bourré, frappe un des membres des Vilains Bonshommes avec une canne épée, puis se fait virer. Le 7 juillet 1872, Verlaine quitte sa femme et ses enfants pour se mettre en couple avec Rimbaud et partir ensemble en Belgique. Le 10 juillet 1873, Verlaine quitte Rimbaud et menace de se tuer si sa femme n'accepte pas son retour. Rimbaud lui dit qu'il n'aura pas les couilles de le faire et Verlaine, ivre, lui tire dessus à 2 reprises avant d'être incarcéré. Rimbaud s'en sort et fin juillet 1873, il écrit Une saison en enfer. En octobre 1874, Rimbaud a 20 ans, il esquive son service militaire, puis en 1875, il abandonne la poésie. Et le poète voyant dans tout ça, il est où ? Voilà. Malgré tout l'investissement que Rimbaud avait mis dans ses lettres, il est jamais devenu voyant. Il est très vite passé à autre chose. Ouais, c'est décevant. C'est décevant de se dire que quelqu'un d'aussi talentueux que Rimbaud puisse, un jour, du jour au lendemain, totalement abandonner sa passion, sa mission poétique. C'est décevant, c'est désespérant, c'est même bête. Pourquoi bête ? Parce que pendant toute l'intro, j'ai fait en sorte d'accentuer l'idée que si on veut quelque chose, on doit tout faire, être prêt à braver les pires souffrances pour l'atteindre. Et c'est ce que Rimbaud écrivait aussi. C'est bête, parce qu'il a beau avoir écrit un tel manifeste, une telle lettre d'amour pour la poésie, ça l'a pas empêché de commencer à apprendre l'allemand en 1875, de partir à Stuttgart, puis à Stuttgart de se rendre compte qu'il voulait parler italien, donc de partir à Milan avant d'être rapatrié à Marseille, ensuite de rentrer à Charleville, de vouloir passer un bac S, mais de pas pouvoir parce qu'il est trop vieux, donc finalement vouloir suivre des cours de piano et d'en installer un dans le salon de sa mère, d'enterrer sa petite sœur de 17 ans le mois suivant, de se raser les cheveux, puis tout ça pour partir en Autriche l'année d'après, se faire expulser pour vagabondage, repartir à Bruxelles, se faire rallier à une cause qui n'est même pas la sienne, l'armée coloniale néerlandaise. Le même Rimbaud qui avait fui le service militaire se retrouve allé aux Indes orientales, en passant par Southampton, Naples, le canal de Suez, Jakarta, puis enfin la caserne de Salatiga. Mais vu qu'il aime pas ça, le milieu militaire, il finit par déserter, avant d'embarquer dans un bateau direction l'Écosse, à partir d'où il redescend jusqu'à Charleville, pour repartir en 1876 à Brême, en Allemagne, et envoyer une lettre au consul des États-Unis pour demander comment il pourrait rejoindre la marine américaine en signant John Arthur Rimbaud. Mais quoi ? Quelques mois plus tard, on trouverait des traces de lui à Stockholm, à Copenhague, à Bordeaux. Puis ça ne l'empêche pas de s'établir en Abyssinie en 1878, en allant entre l'Éthiopie, le Yémen, pour faire du commerce en tout genre. Puis de rentrer à Marseille en mai 1891, à cause d'un néoplasme à la cuisse qui lui vaudra la chance de se la faire amputer et remplacer par une jambe de bois. Mais ça ne l'empêchera pas non plus de vouloir retourner en Éthiopie, donc de retourner à Marseille et d'y mourir le 10 novembre 1891, d'une carcinose généralisée, à l'âge de 37 ans. C'est bête. Rimbaud meurt, sa littérature avec lui. Le poète voyant, c'était qu'une étape sur sa route. Et après ? Et après ? Après. Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté
à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Vous venez d'écouter une once de l'héritage rimbaldien qu'on a du mal à quantifier. Est-ce que Camus a lu Rimbaud ? Oui. Est-ce qu'il était attaché à la notion du voyant ? Sans doute. En tout cas, il l'a bien dit, il a bien exposé ce qu'il voyait en l'art et en l'artiste. Et bien qu'il n'y ait pas d'idées progressistes, qui sont, faut le dire, propres à Rimbaud, on a une définition qui se rapproche du poète voyant. Mais Camus n'a rien inventé. Rimbaud encore moins. Avant eux, il y avait Victor Hugo ou Baudelaire, et eux aussi ils ont donné leur définition du poète, sans pour autant utiliser le mot voyant. Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Il voit quand les peuples végètent. Ses rêves, toujours pleins d'amour, sont faits des ombres que lui jettent les choses qui seront un jour. On le raille, qu'importe, il pense. Plus d'une âme inscrite en silence, ce que la foule n'entend pas. Il plaint ses contempteurs frivoles, et maintes faux sages à ses paroles rit tout haut et songe tout bas. Rimbaud considérait Hugo comme le début de ce qu'était un poète voyant, faisant de la poésie objective. Pareil pour Baudelaire. C'est en partie sur eux qu'il s'est basé pour élaborer ses pensées de la voyance. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de similitudes, notamment avec ce texte et la lettre de Domeny. Je dirais limite même qu'à certains passages c'est du plagiat. Mais, est-ce que Hugo, est-ce que Baudelaire, est-ce que Camus ont vu ? Attends, mais voir quoi en fait ? Bordel, mais c'est quoi l'inconnu ? Qu'est-ce qu'on voit concrètement quand on atteint la voyance ? C'est le seul truc qu'on n'a pas décrit, qu'on n'a pas justifié, analysé, expliqué, alors que c'est le plus important. Le truc de base quand on pense à l'invisible, en prenant en compte l'idée de folie, ce serait des hallucinations ou des visions. Des visions qu'on sait qu'on crée de toutes pièces, ou alors des choses qu'on pense vraiment extérieures à nous, et que personne ne peut voir. Il y a aussi quelque chose d'éminemment divin dans la voyance. Regardez, si on part du principe que le poète qui veut se faire voyant est religieux, les visions qu'ils peuvent avoir peuvent être Dieu qui apparaît sous telle ou telle forme pour lui parler. À noter que le synonyme du poète voyant que Victor Hugo utilise, c'est le poète prophète. En parlant de prophétie, le poète voyant, en plus de voir Dieu, pourrait aussi voir l'avenir. C'est pour ça que Rimbaud, par le travail certes non fini de la voyance, réussit à être visionnaire sur l'avenir artistique qui serait selon lui matérialiste et progressiste. Ces visions que le poète peut avoir, on peut imaginer qu'elles pourraient apparaître physiquement devant lui, ou bien alors seulement dans sa tête, à travers des souvenirs ou des projections. D'ailleurs, dans la méthode de la voyance, il y a une grande place qui est laissée à l'imaginaire, à l'inconscient, ou alors même à la rêverie. Donc le voyant, c'est peut-être celui aussi qui voit dans ses rêves, mais qui reste quand même suffisamment raisonné et lucide pour pouvoir intenter sur son rêve et l'influencer. Un peu comme une forme de rêve lucide. Vous voyez, il y a plein d'interprétations possibles sur ce qu'est l'inconnu, sur ce qu'est l'invisible. Mais il y en a quand même une qui dépasse toutes les autres. Et elle est assez évidente. C'est qu'on ne sait pas ce qu'est l'inconnu. Et pire, il n'existe pas. C'est pas pour rien que, pendant l'analyse, j'ai pas décrit ce que Rimbaud voulait entendre par l'inconnu, ce que voyait le poète voyant. Parce que, dans la lettre, il n'y a même pas un truc qui décrit un peu ce que c'est. À part ça, les choses inouïes et innommables. La vérité de tout ça, c'est qu'en fait, Rimbaud lui-même ne sait pas ce qu'est l'inconnu. C'est innommable, il peut pas le décrire, parce qu'il ne l'a pas vu. Et à force de relire ces deux lettres en boucle, j'ai fini par ressentir aussi son malaise de ne pas pouvoir décrire ce truc qu'il cherche par la voyance. Parce que l'invisible n'est pas seulement invisible, il est inconnu.
Donc dans son principe même, on ne sait même pas si on pourra le connaître un jour. Et ça, Rimbaud, il en est très conscient. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas cherché à être voyant, parce qu'il s'est rendu compte qu'il poursuivait qu'une idée, qu'un fantasme. Il disait qu'il fallait toute la foi, comme s'il s'agissait d'une religion. Et Rimbaud a fini par redevenir athée. Ancien prophète de sa propre croyance, il s'est rendu compte que Dieu n'existait pas, et a décidé de l'abandonner. Alors comment on explique qu'il a pu avoir toutes ces idées dans un premier temps, aussi clairement? Comment on explique que des gens avant lui, des prédécesseurs, ont eu les mêmes idées? Et comment on explique que des gens après lui ont encore véhiculé les mêmes pensées sur la voyance? Pire que tout, comment on fait pour mieux décrire l'artiste que ce qu'a fait Rimbaud? La seule réponse que je trouve à tout ça, c'est que le voyant n'existe pas. Mais le poète, si. Ok. J'espère qu'on va voir la voie lactée. Ah non, il y a des chances qu'on la voit. Enfin, même c'est carrément sûr qu'on va Normalement, la c'est un voir. endroit où il n'y a aucune pollution lumineuse. On verra aucune étoile. Ah si. Convoiter la voyance, c'est comme viser la lune. C'est impossible de l'atteindre, mais essayer de s'en approcher, c'est mieux que de rester immobile. Oscar Wilde disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Et même si c'est physiquement incohérent, dans l'image que ça procure, c'est profondément réel. Vous avez peut-être trouvé ça nul que la conclusion de tout ça, c'est de dire que la voyance et l'inconnu, c'est des idéaux. Mais c'est profondément logique. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. L'état de voyance peut être compris, on peut se faire une idée de ce que c'est. Mais est-ce que le vivre, c'est réalisable? La réponse est non. Et la réponse est non. Pas parce qu'on doit se dire que si Rimbaud et d'autres artistes géniaux n'ont pas atteint la voyance, alors pourquoi nous, on y arriverait? Mais parce que qui peut oser être assez sûr de lui, ou assez vantard, pour s'attribuer le mérite d'avoir atteint la voyance? C'est complètement incohérent de se revendiquer voyant, alors que rien que dans ses lettres, Rimbaud ne justifie à aucun moment en quoi la voyance serait une fin en soi. C'est ça la plus grande incohérence dans la deuxième lettre de Rimbaud, parce que il dit qu'il faut travailler constamment pour atteindre la voyance, mais en même temps, il ne montre rien de concret qui prouverait qu'à ce moment-là, c'est bon, on a atteint la voyance, à part dire qu'on a atteint l'inconnu. Mais l'inconnu n'existe pas. Donc c'est un problème qui se mange la queue. C'est un travail de perfection infinie. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'en approcher. Et donc on ne sera peut-être pas voyant, mais on sera plus des artistes que ceux qui roulent dans la bonne ornière et qui n'ont jamais essayé de se dérégler ou de devenir des crapules. La voyance n'existe pas, mais le poète si, parce qu'en tirant sa main vers elle, le poète arrête d'être un écrivain, il devient un auteur. L'écrivain se contente d'écrire pour lui, et ça tout le monde peut le faire. Tout le monde peut récupérer les règles du langage pour les manier et écrire quelque chose, écrire un discours. Mais l'auteur, du latin auctor, il est le créateur à l'initiative de quelque chose. Il fabrique une matière propre, unique, nouvelle, car il habite sa création. Mais ceux qui l'habitent davantage, ce sont les autres. Même si l'auteur parle de lui dans son œuvre, nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui, disait Victor Hugo. En cherchant à atteindre la voyance, on parlera de soi, mais avec une ouverture artistique et humaine qui permet de transcender les êtres. On parle de soi, mais on parle aussi du peuple. Le peuple dont le poète est chargé, le peuple dont il ne peut s'arracher, le peuple qui végète et dont sa mission est de faire voir au-delà des apparences sensibles, avec une langue qui sera de l'âme pour l'âme. Oui, la voyance n'existe pas, mais en tirant son bras vers elle, l'artiste finit par voir quelque chose. Il voit la souffrance dans les yeux des pauvres, le regret dans la moue d'un homme, l'oubli de soi dans la maladie, l'histoire de chaque protagoniste d'une crise familiale, le combat que cache une femme torturée dans des décisions folles, la peur de ne jamais trouver sa place dans des espaces liminaux, ou la poésie dans un quotidien routinier et morose. La voyance n'existe pas, mais en tirant son bras vers elle, le poète finit par voir plus que tout le monde. Ou bien non, en fait, il voit pas plus que tout le monde, il a les mêmes yeux, mais il finit par comprendre. Les vrais artistes ne méprisent rien.
Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. L'invisible depuis le début pour le poète, c'est peut-être juste ça. L'homme lui-même. L'homme comme il ne l'avait jamais vu auparavant. Ses mots, ses gestes, ses actes, comme il ne les avait jamais interprétés. Et quand il a perçu tout ça, pris de tellement d'émotions, il se sent investi de créer, d'expulser ça sur une feuille, sur une boule d'argile, sur une toile, derrière une caméra ou dans un amas de 0 et de 1. Voilà comment l'artiste est, même si la voyance n'est pas. Car l'important n'est pas que l'inconnu existe, mais que l'inconnu existe en vous. L'inconnu n'a rien d'objectif, c'est faux de penser ça, et Rimbaud a été trop strict là-dessus. Il a trop voulu nous faire croire que l'inconnu n'était destiné qu'aux voyants, alors que tout le monde a la capacité de le voir, au même titre que tout le monde peut voir et comprendre le supposé art du voyant. Parce qu'on a tous cette sensibilité, cette intelligence universelle qui est le départ de tout. À entendre Rimbaud, on a l'impression d'être de retour au temps où on considérait que seuls les prêtres étaient supérieurs dans la société, car ils étaient en contact direct avec Dieu. Puis vint Luther ou Calvin, qui dirent entre autres que non, la communion avec Dieu est pour tous et s'exprime à travers la foi qui les anime. Alors non, le contact avec l'inconnu n'est pas exclusif aux voyants, et l'invisible peut être perçu dans n'importe quoi. Vous voyez une pomme. Moi, je vois le chemin, de la culture à la récolte. Elle voit la faim et la santé. Lui, il voit un fruit du péché originel. Pourtant, c'est qu'une pomme. Vous êtes dans un vieux salon. Moi, je vois la joie des Noëls passés en famille. Elle voit l'âme des anciens résidents chaleureux. Et lui, il voit le malaise qui transpire de chaque babiole. Pourtant, c'est qu'un salon. Peu importe ce que vous voyez, peu importe si vous ne voyez pas ce que moi je vois, ce qu'elle voit, ce qu'il voit, ce que vous voyez est tout autant réel en vous et devant vous, et le sera inévitablement pour quelqu'un d'autre dans ce monde. Le voyant n'existe pas, mais le poète, lui, est bien réel. Désolé de vous l'annoncer comme ça, mais maintenant que vous avez lu ces lettres, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Au fond, je pense que Rimbaud n'a jamais abandonné l'idée de devenir voyant. Je pense qu'il n'a jamais arrêté la poésie non plus. Elle n'est jamais vraiment morte. Elle a continué de vivre dans sa bohème sans fin, et elle continue de vivre dans ce bouquin, dans cette vidéo, et maintenant dans vos têtes. Parce que ce qu'il a créé devient fondateur pour n'importe qui l'ayant lu. Et vous savez quoi ? Je crois que Rimbaud avait raison au final, qu'il était bien prophète, parce que, après lui, il y a eu le surréalisme, qui a exploré l'inconscient. Les strophes, elles ont perdu leurs alexandrins et leurs rimes. Les auteurs sont devenus porte-parole des victimes de la guerre. La dystopie a commencé à prédire les chamboulements du futur. Et si c'est pas ça que Rimbaud attendait de voir dans l'art, ben alors, regardez-vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes allongé dans un champ, vous regardez le ciel étoilé. Moi, je vois le cygne, je vois l'aigle, je vois Cassiopée. Elle voit le vide et se fait happer comme si elle se tenait au bord d'une falaise. Et lui, pourtant, c'est qu'un ciel étoilé.